welcome to the table from Nous reprenons. Nous accueillons de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, Tim McSorley, coordinateur national, Amnesty International Canada, représenté par Alex Neff, secrétaire général, et Justin Mohamed, responsable des campagnes, lois et politiques sur les droits de la personne. Monsieur Neff, je pense que vous allez prendre la parole en premier. Oui, bon, vous aviez mieux compris que nous, on dirait. Merci, Madame la Présidente. Bonjour aux membres du comité. Laissez-moi commencer par dire que nous nous rassemblons ici pour ce témoignage sur le territoire non cédé des Anishinaabe. C'est une reconnaissance importante à faire, étant donné que, de maintes façons, à maintes reprises, les peuples autochtones ont souffert à cause des pratiques et des lois en matière de sécurité nationale qui ont bafoué leurs droits de la personne. Pendant de nombreuses décennies, les rapports d'Amnesty ont fait qu'il était clair que les gouvernements un peu partout dans le monde, y compris le Canada, commettent ou contribuent à des violations des droits de la personne au nom de la sécurité nationale, notamment le droit de la personne, ne pas être assujetti à la torture, la protection de la discrimination, des garanties contre les arrestations arbitraires, les garanties de procès juste et équitable, liberté d'expression, liberté d'association, de rassemblement, de pratique de religion, la protection pour les réfugiés, et j'en passe. Les politiciens canadiens ont prononcé de nombreux discours rassurants affirmant que le Canada défend la sécurité nationale et respecte les droits de la personne, mais rien dans la loi canadienne enchâsse concrètement cet engagement. Donc, notre recommandation, C-69, doit être modifiée pour exiger que les lois de la sécurité nationale du Canada, ses politiques, ses opérations, ses activités, tout cela sera interprété et mené en conformité complète avec les obligations des droits de la personne internationale du Canada, par exemple en modifiant l'article 92 qui porte sur les pouvoirs du SCRS. Nous accueillons l'Agence de surveillance nationale en matière de sécurité et de renseignement. Et le mandat de cette agence devrait être modifié pour inclure une responsabilité et faire en sorte que les agences de renseignement de sécurité du Canada soient conformes aux droits de la personne du pays, que l'agence ait un rôle pour permettre aux personnes qui ont vu leurs droits de la personne violés à cause de la sécurité nationale puissent obtenir réparation pour éviter une approche arbitraire et politisée comme c'est le cas maintenant. Donc, et on peut prendre comme exemple Abou Sfian Abdelaziz, dont la cause de réparation est refusée de manière inexplicable par le gouvernement. Pensons aussi à des propositions qui ont été faites par l'agence pour que la composition soit renforcée et des étapes doivent être prises pour mettre en place un mécanisme indépendant d'examen pour l'Agence d'application des pouvoirs de sécurité nationale, c'est-à-dire l'Agence des services frontaliers. Il y a des lacunes en matière de droits de la personne associées à C-51 qui n'ont pas été corrigées dans C-59 et nous aimerions attirer votre attention sur 3 d'entre eux. D'abord, les certificats de sécurité pour l'immigration ont été critiqués par de nombreux organes des droits de la personne de l'ONU, étant donné l'inéquité du processus et les risques d'expulsion ou de torture qui sont associés. Amnesty International exhorte que C-59 soit modifié pour abolir les certificats de sécurité d'immigration ou abroger certains changements apportés dans C-51 et modifier ce qui touche les avocats spéciaux. Les problèmes considérables qui demeurent dans la mise en œuvre des listes d'interdiction de vol. C'est difficile à croire que ça se produise encore. Il faut absolument modifier C-59 pour veiller à ce qui suit, c'est-à-dire qu'un système fiable soit mis en place pour éviter les faux positifs. Deuxièmement, que le processus soit équitable pour pouvoir contester une inclusion dans la liste d'interdiction de vol et que ce processus soit renforcé
et que la loi canadienne établisse que les listes d'interdiction de vol des États-Unis ne seront pas utilisées pour les vols qui partent ou qui arrivent au Canada qui ne passent pas par un aéroport américain ou qui ne passent pas dans l'espace aérien américain. Le bon exemple est celui de Abdullah Amalki, qui n'est sur aucune liste d'interdiction de vol canadienne et après une expérience extrêmement difficile de torture et d'autres maltraitances en détention en Syrie, causée en partie par la complicité du Canada, M. Amalki a été blanchi et a reçu des excuses du gouvernement canadien. Toutefois, en novembre, quand il était supposé prendre un vol avec moi de Montréal pour Genève pour parler à une délégation d'Amnesty International, un comité de l'ONU, il n'a pas pu embarquer dans l'avion parce qu'il est inclus dans une liste d'exclusion de vol des États-Unis. Le vol ne passait pas par l'espace aérien des États-Unis ni par un aéroport américain. Il est inacceptable que les libertés d'un Canadien, les mouvements d'un Canadien soient restreintes de la sorte. Les directions ministérielles récentes présentées par le ministre Goodell améliorent les balises en ce qui concerne le partage de renseignements canadiens en ce qui concerne la torture. Mais certaines choses ont été soulignées par l'ONU l'année dernière. C-59 présente une loi pour que des entités étrangères ne puissent pas maltraiter des Canadiens et une directive ministérielle devrait interdire en tout lieu le partage d'informations avec des agences étrangères s'il y a un risque que ceci pourrait entraîner la torture ou de mauvais traitements, et l'utilisation d'informations reçues d'agences étrangères alors que les renseignements ont peut-être été tirés par la torture. Amnesty International est préoccupé des décisions qui élargissent les pouvoirs de surveillance du SCRS pour inclure une capture de données de masse. Les activités de surveillance comprennent beaucoup de choses, notamment touchent la liberté d'expression et, la collecte de données sans discrimination devrait être restreinte pour répondre à un objectif légitime et ça devrait être proportionné à cet objectif légitime et cette collecte de renseignements devrait être supervisée de manière judicieuse. Les renseignements devraient être détruits le plus tôt possible et dès qu'on n'en a plus besoin pour atteindre l'objectif visé. L'objectif de C-59 pour définir ce qui constitue un ensemble de données disponibles publiquement. Le fait qu'il n'y a pas de définition est un oubli flagrant puisque il pourrait y avoir des problèmes d'intérêt de la vie privée et de problèmes de conservation de renseignements dans des bases de données. Il y a une lacune de sécurité nationale canadienne qui n'a pas été abordée par C-51 ni dans C-59 en contravention flagrante des droits de la personne, des obligations des droits de la personne du Canada à l'échelle internationale et malgré les recommandations du Comité des Nations unies depuis les années 90, les lois du Canada permettent que des personnes soient expulsées pour être confrontées à de la torture dans d'autres pays. Et il est temps de nous assurer que les lois canadiennes veillent à ce que personne ne soit transféré aux mains d'un tortionnaire. Ensuite, il y a d'autres recommandations qui soulèvent des préoccupations par Amnesty International et nous vous exhortons de les aborder. Nous appuyons des recommandations qui ont été formulées par d'autres groupes de la société civile et des experts comme les conséquences pour les droits de la personne en ce qui concerne certaines opérations cybernétiques. Merci, M. McSorley, maintenant. Merci d'avoir invité la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles. Nous avons soumis vendredi un mémoire plus détaillé à propos de nos préoccupations. Il est en cours de traduction. Il sera distribué dès que possible.
Notre position sur ce 59, c'est que, bon, bien qu'il y ait des changements positifs en matière de sécurité nationale, ceux-ci sont malheureusement un peu tombés dans l'oubli étant donné que le gouvernement ne va pas assez loin pour régler certains problèmes existants. J'aimerais d'abord me concentrer sur le positif. L'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, le commissaire au renseignement, sont de bonnes propositions. Si on revient à la commission O'Connor, la coalition a demandé un organisme d'examen pour les agences et les activités de sécurité nationale. Mais nous avons tiré des leçons. Pourriez-vous, s'il vous plaît, ralentir pour les interprètes? Merci. Toutefois, nous avons aussi tiré de nombreuses leçons à propos du rôle de gardien du SRS pour le comité d'examen de sécurité et de renseignement. On peut trouver des moyens d'améliorer. Alors que l'Office a un mandat plus large, il aura autant de membres que le César et on pourrait nommer au moins 5 membres, maximum 8, à part le président. Et la vraie preuve, ce sera de voir s'il y aura le personnel nécessaire pour faire des examens exhaustifs. Il devrait comprendre aussi des membres de différents milieux, y compris des défendeurs des libertés civiles et des représentants des droits de la personne. L'Office ne pourra que recevoir des plaintes concernant le SRS et le CST et la GRC. Mais l'Office devrait pouvoir recevoir des plaintes de toutes les agences de sécurité nationale, devrait inclure l'Agence des services frontaliers et Affaires étrangères Canada. Et il devrait aussi avoir le pouvoir d'ordonner des indemnisations, au moins pour les frais juridiques, quand les plaignants ont eu gain de cause, du moins. Le commissaire au renseignement est un ajout important à la surveillance en matière de sécurité nationale. Ce commissaire devrait avoir un rôle à temps plein. Le commissaire devrait obtenir des pouvoirs pour mettre en place des conditions, des autorisations approuvées. Pour ce qui est de l'Office et le commissaire à l'indépendance, pour veiller à l'indépendance, nous croyons que la nomination devrait être approuvée par le 2/3 des députés sur recommandation du gouverneur en conseil. Alors que nous accueillons favorablement le nouvel organe de surveillance et le C-59, il y a quand même des inquiétudes. Le problème, c'est que C-59 n'abroge pas plus d'aspects de la loi de 2015 sur l'antiterrorisme. Une première préoccupation, c'est la réduction des pouvoirs présentés par la loi en 2015. Alors que C-59 restreindra certains pouvoirs, eh bien, le SCRS a été créé en 1984 pour des interventions dans le monde réel et pour le rassemblement de renseignements. L'objectif, c'est d'aller en cours, mais le SCRS et ses travaux ne mènent pas forcément à une arrestation. Ceci signifie qu'il y a des activités qui n'exigent pas de mandat, une détermination que le SCRS ferait, et tout ça n'est pas surveillé par un tribunal. Et ce qui exige un mandat fait rarement l'objet d'un examen public. Ceci n'inclut pas seulement le contenu d'un mandat, mais la façon dont il est accordé. Les préoccupations aussi s'appliquent aux dispositions concernant les employés du SCRS ou l'offre d'immunité pour les personnes qui commettraient un crime. Dans les deux cas, nous pensons qu'il y a un risque de violation sérieuse des droits en matière d'immunité, des libertés énoncées dans la Charte. Au sujet de la collecte de données, nous avons soumis quantité de recommandations dans notre mémoire découlant de nos inquiétudes au sujet de l'expansion des pouvoirs du CTC et du SCRS. Pour ce qui est du CTC, la définition doit être davantage restreinte pour écarter la divulgation illicite ou qui découle de piratage.
Dans la loi sur le SCRS, il n'y a pas de définition d'information disponible au public, ce qui pose problème. Il importe donc de définir ce qui doit être rendu public. Pour ce qui est de la divulgation de renseignements sur les Canadiens, nous avons proposé davantage de modifications à la LCISC. Il s'agit notamment de viser les activités qui minent la sécurité du Canada. Il faut aussi prévoir une exception pour les activités politiques, la dissension et l'expression artistique. En même temps, nous demandons aux parlementaires de révoquer la LCISC. Pour ce qui est de la liste d'interdiction de vol, nous sommes heureux des progrès qui ont été réalisés, mais cela ne réglera pas les problèmes et les failles sous-jacentes à cette loi, la LSDA. Cela ne donne pas aux personnes qui figurent sur la liste l'occasion de se défendre. Nous sommes intéressés à discuter de modifications au régime. Il y a quantité d'outils dans le code criminel qui pourraient atteindre le même objectif. Il faut donner aux personnes visées accès au système judiciaire. Enfin, la loi sur le CTC. Je pense qu'il s'agit d'une loi très complexe et nous faisons plusieurs propositions. Mais je demanderais que l'on suspende les pouvoirs de cyberintervention en attendant une étude plus poussée. Au minimum, nous demandons que le commissaire au renseignement se voit accorder un rôle s'agissant d'approuver toute activité de cybersécurité. Merci beaucoup. Nous passons aux questions. Nous commençons par le sénateur Dagenet. Merci à nos invités. Ma première question va être pour M. Mohamed. Alors, je vais vous laisser le temps de placer vos traducteurs. Monsieur Mohamed, avez-vous des chiffres et des exemples de torture ou de mauvais traitements qui découlent spécifiquement des dispositions prises par le Canada pour des raisons de sécurité nationale? Si cela ne vous ennuie pas, sénateur, nous allons inverser nos rôles, car dans mon rôle, je me suis beaucoup occupée de dossiers par le passé où il y a eu de sérieuses préoccupations de notre part quant aux décisions, aux mesures et à l'inaction qui ont en effet débouché sur de sérieuses violations des droits de la personne, y compris la torture à l'étranger. Certains de ces cas sont très bien connus, clairement celui de Maher Arar, qui a fait l'objet bien sûr d'une commission d'enquête. Même chose dans le cas d'Abdullah Al-Maki, M. Al-Mati et Edmit Nureddin. Et dans leur cas, il y a eu enquête, examen judiciaire, et ces deux enquêtes, sans équivoque, ont documenté, primo, qu'il y a eu torture, deuxièmement, que c'était une torture sérieuse, grave et soutenue, et troisièmement, qu'il y a clairement une responsabilité pour le Canada, à bien des égards, notamment des approches problématiques pour ce qui est de l'échange d'informations dans les deux sens, ce qui a été fourni aux agences étrangères et ce qui a été reçu en retour. Un cas plus récent et qui est toujours à la une, on s'y est moins intéressé parce que cela n'a pas fait l'objet d'une enquête judiciaire, c'est Abou Sfian Abdulrazi, qui a subi de la torture soutenue pendant au moins 2 ans et demi, 3 ans dans le Soudan. Et il est très clair qu'il y a eu de sérieux problèmes, il y a eu des décisions de la Cour, et là encore, il a été prouvé qu'il y a une sérieuse complicité canadienne. Il y a notamment eu une étroite collaboration entre le SCRS et les forces de sécurité du Soudan à l'époque. Donc, nos inquiétudes dans ce domaine ne sont pas théoriques, elles sont très concrètes et fondées. D'après votre réponse, c'est que ces événements-là ne sont pas nécessairement arrivés au Canada, sont arrivés dans d'autres pays et vous présumez qu'il y aurait eu des interactions entre les différents services de sécurité, mais ça s'est passé comme au Soudan, vous l'avez mentionné. Maintenant, vu que vous répondez, M. Neff, je vais vous garder avec moi pour une autre question. Dans votre présentation, qu'est-ce que vous appelez des éléments politisés qui sont dans le projet de loi C-59? Puis, essayez de nous identifier où sont les éléments qui justifient votre qualificatif d'éléments politisés.
Thank you, Senator. Merci, sénateur. Lorsque j'ai évoqué la politisation, ça ne concernait pas la teneur de C-59, c'est quelque chose qu'on aimerait voir ajouté dans le projet de loi pour justement traiter des questions de politisation. Et je songe notamment aux affaires de recours pour les personnes qui ont été assujetties à des violations de droits de la personne liées à la sécurité nationale, qui n'ont pas été traitées dans certains cas, dont dans les cas que je viens d'évoquer. Mais cela inclut évidemment également le cas très bien connu d'Omar Kader, des affaires, des cas où il y a clairement une responsabilité canadienne pour certains aspects. Vous avez raison, pas le tout, pas la totalité, car la torture elle-même a été infligée par une agence étrangère, mais avec une très claire responsabilité, participation et complicité du Canada dans les événements qu'on a vus. Et au fil des ans, on a très bien vu qu'il y avait des problèmes s'agissant de recours, de redressement. Et il n'y avait pas application de critères clairs quant à ce que la justice exigerait. C'était le fait d'intervention politique. Et le cas d'Omar Kader est le cas le plus flagrant. Nous pensons que ça devrait dépolitiser quelque chose d'aussi fondamental que veiller à ce que les survivants de torture, par exemple, bénéficient des recours auxquels ils ont droit. Cela ne devrait pas être soumis aux volonté des politiques en place en l'espèce. Et il s'agirait donc de veiller à ce que ces décisions soient rendues de manière moins politique. C'est le but de la loi. Oublié. Merci. En restreignant certains pouvoirs des agences de sécurité tels que vous le mentionnez, croyez-vous que le C-59 se rapproche ou s'éloigne de ce qui se fait ailleurs chez nos alliés, comme entre autres comme au Royaume-Uni et l'Australie? Et pourriez-vous nous donner des exemples de ce que vous appelez les activités politiques qui pourraient être l'objet de surveillance, en vertu, évidemment, du projet de loi C-50? Alors, c'est deux questions dans une, là, mais je suis certain que vous allez être capable de répondre. Yes, certainly. Oui, tout à fait. Alors, s'agissant de savoir si on se rapproche ou si on s'éloigne de ce que font d'autres pays, du fait que les lois d'autres pays sont très complexes, il est difficile de nous situer. Ce que nous savons, c'est que, du fait d'études qui ont été faites, on nous dit que ce projet de loi nous rapprochera de ce que font d'autres pays, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais nous nous posons ces questions. Nous travaillons étroitement avec des organisations, Privacy International et State Watch, qui ont soulevé des inquiétudes semblables à celles que nous soulevons depuis longtemps, avec l'adoption des lois au Royaume-Uni, notamment, visant à élargir leur pouvoir de surveillance. Il est vrai que nous tendons vers les pouvoirs que possèdent nos alliés, mais nous nous demandons si c'est la bonne orientation pour le Canada. Par exemple, j'aimerais souligner ceci. Pour ce qui est d'autres aspects, des pratiques exemplaires dans d'autres pays, il y a eu une étude du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale. Et les pratiques exemplaires dans d'autres pays disait qu'il faudrait que ce soit un organe indépendant. C'était l'orientation adoptée ailleurs et le Canada a décidé de faire autrement. À notre sens, cela était regrettable. Donc, ça n'est pas toujours simplement une question de se demander si on fait ce que font d'autres pays. Il faut voir ce qui est indiqué ici au Canada. Certaines lois doivent aller dans le sens de lois adoptées ailleurs, mais nous pouvons nous en inquiéter également. Pour ce qui est des renseignements recueillis, je pense que c'est un bon exemple de ce que l'on voit et ce qu'on vit au Royaume-Uni, où l'on tend vers un élargissement de ses pouvoirs pour les organes de surveillance, et cela a fait l'objet de vives critiques émanant d'organismes et d'organisations de défense des droits civils en Europe et au Royaume-Uni. Pour ce qui est de la LCSC, par exemple, la façon dont les pouvoirs sont minés dans cette loi, même dans sa nouvelle version, alors notre inquiétude est que, par exemple, les personnes qui contestent les pipelines, qui manifestent contre ou pour les droits des Autochtones, pour le règlement de revendications territoriales, etc. Ces personnes pourraient être captées dans la définition d'une activité qui mine la sécurité du Canada du fait de la largesse de ces définitions. Et cela pourrait miner l'échange d'informations entre les agences et pourrait aussi contribuer à plus d'échanges entre ces organes, ce qui pourrait miner les droits des intervenants. Et cela pourrait faire ce qu'a dit M. Barrett un peu plus tôt,
l'on pourrait faire davantage de profilage, ce qui pourrait donner lieu à d'autres difficultés. Senator Griffin to be followed by Senator McFadden. Sénatrice Griffin, suivie de la sénatrice McFadden. Merci. Ma première question est pour M. McSorley au sujet du commissaire au renseignement et de la reddition de comptes ou de la responsabilité parlementaire. Alors, si le commissaire est autorisé à rendre les décisions finales au sujet des autorisations ministérielles, comment le Parlement peut-il exercer ses responsabilités en matière de reddition de comptes à l'égard de ces décisions? Excellente question, merci. Eh bien, je pense que c'est là l'une des raisons pour lesquelles nous aimerions que ce commissaire rende compte au Parlement, au lieu d'être tout simplement nommé par décret par le gouverneur au Conseil. Ça réglerait certains de ces problèmes. Aussi, on parle beaucoup de la prérogative et des pouvoirs du ministre comparativement à un commissaire à la formation. Je n'étais pas ici pour le témoignage de M. Fadden ce matin, mais j'étais là pour la séance suivante et d'après ce que je comprends, il y a des questions quant au caractère raisonnable de ces pouvoirs. Nous aimerions voir des autorisations plus puissantes, mais dans le libellé actuel, la question de savoir si une autorisation est raisonnable, eh bien, ce caractère raisonnable ne mine pas forcément le pouvoir décisionnel du ministre. Il s'agit tout simplement de déterminer ce qui est raisonnable en vertu de la loi. D'un autre côté, nous sommes d'accord avec d'autres qui, avant le dépôt du projet de loi sur le CTC, ont dit que ces pouvoirs, dans d'autres circonstances, devraient être assujettis à une surveillance. Et le juge d'instruction, le juge de la Cour d'appel joue un rôle de contrôle et nous pensons que la surveillance de ces activités est acceptable. Et je ne pense pas que ça mine la capacité du ministre de rendre des décisions. Il s'agit plutôt de voir s'il doit y avoir un aspect juridique ou quasi juridique ou judiciaire. Merci, c'est une attitude ou une position différente par rapport à ce qu'on nous a dit ce matin. Ma question maintenant pour M. Neve. La liste d'interdictions de vol. Je suppose que ce qui est proposé dans le projet de loi constitue une amélioration face à la situation actuelle, mais vous semblez dire que c'est inadéquat. En fait, c'est un bon résumé de notre position, sénatrice. Avec le projet de loi C-51 et encore avec C-59, certes, il y a de nettes améliorations, mais il y a encore de grandes inquiétudes. Bon, d'autres l'ont déjà dit. Je sais que le groupe No-Fly List Kids interviendra. Ce sont eux qui sont très au courant des faux positifs. Et oui, le projet de loi C-59 nous offre de meilleurs outils pour composer avec ce problème, mais nous avons besoin d'une plus grande clarté. Il faut que cela soit enchâssé dans C-59 afin de nous protéger d'un problème de droits de la personne sérieux, surtout pour bon nombre de familles canadiennes depuis un trop grand nombre d'années. Il y a quelques années, nous n'avions pas de processus d'appel afin de faire retirer son nom de ces listes. Mais maintenant, ce processus semble très secret. Il n'y a pas de représentants spéciaux. Il est difficile de contre-interroger. En fait, cela reprend certaines des inquiétudes au sujet des certificats de sécurité. Et je vous ai parlé du cas d'Abdul Malki. C'est un exemple. On a besoin de dispositions dans C-59 qui vont nous permettre de ne pas avoir accès aux listes américaines. Quand quelqu'un n'est pas sur la liste canadienne, la liste américaine ne devrait pas avoir préséance. Il ne faut surtout pas que les listes américaines s'appliquent dans le cas de vols qui n'ont aucune destination aux États-Unis ou qui ne survolent pas ce territoire. Merci. Merci, Madame la Présidente, et merci à tous nos panélistes d'être là aujourd'hui.
C'est une question que je pourrais adresser à l'un ou l'autre d'entre vous. Vous savez que des témoins se sont dit préoccupés par le processus d'application régulière de la loi. Vous préféreriez, si j'ai bien compris, que ce processus soit aboli. Mais que pensez-vous de la proposition qui a été faite au sujet de la viabilité de prendre le système de représentant spécial que l'on retrouve dans le processus de certificat de sécurité et de l'appliquer ici? Et pourriez-vous nous parler de la valeur d'avoir un représentant spécial à la lumière de votre expérience avec les certificats de sécurité comparé à ce qui existe présentement? Quelqu'un veut-il intervenir? Bon, ben, je vais commencer. Mes collègues voudront peut-être intervenir. Oui, nous sommes d'accord bien que nous avons de plus grandes inquiétudes. Eh bien, des groupes ont voulu abolir la liste d'interdictions de vol et que cela passe par le droit criminel. Nous sommes d'accord qu'au strict minimum, s'il y avait des représentants spéciaux, on pourrait donc pallier certaines de nos inquiétudes à la lumière de ce que nous avons eu dans d'autres domaines et dans Amnesty International, on parle entre autres des certificats de sécurité. La leçon, toutefois, à tirer de ce forum qu'on veut éviter ici, c'est que ces représentants spéciaux doivent être véritablement habilités, surtout dans le cas, par exemple, des certificats de sécurité. On est censé stopper toute communication avec l'individu une fois qu'ils ont été saisis de la preuve. Dès qu'on a donc l'information, et au moment où on pourrait avoir un échange avec l'individu pour intervenir, à moins qu'ils n'obtiennent la permission d'un juge, ils ne peuvent pas continuer d'avoir ces communications. Et plusieurs ont signalé que cela leur empêche de faire leur travail correctement. Qui plus est, et c'était un problème avec le projet de loi C-51, qui n'a pas encore été adopté. On veut élargir les catégories de causes dont ne seraient pas saisis les représentants spéciaux. Si ces représentants doivent jouer un rôle, ils doivent n'avoir aucune restriction quant au type de cause dont ils sont saisis. Je suis essentiellement d'accord avec ce que M. Mead a dit. Nous nous inquiétons encore du maintien d'une telle liste d'interdiction de vol. Bien qu'un représentant spécial peut améliorer la situation, il y aurait encore des individus qui ne pourraient pas correctement se défendre et de faire retirer leur nom de la liste, ce qui se répercute sur leurs droits. Donc, bien que nous ne nous opposons pas à quelque amélioration que ce soit, nous maintenons notre position que nous devrions abolir cette liste, que ce système devrait être supprimé étant donné ces contraintes. Nous nous inquiétons de cette pente savonneuse. Une fois qu'on aura des représentants spéciaux qui sont habilités de certains pouvoirs, eh bien, en fait, il pourrait perdre progressivement ses pouvoirs tout en maintenant l'existence de ces listes d'interdiction de vol. Cela est essentiellement une de nos grandes inquiétudes et cela s'applique tout autant aux certificats de sécurité. Donc, pour résumer, si l'on devait modifier le projet de loi et qu'on nommait des conseillers spéciaux, des représentants spéciaux, il ne faut pas tout simplement transposer ce que l'on fait du côté migration. Il faut que ce processus soit donc renforcé quant aux capacités de ce conseiller spécial afin de bien représenter la personne. Puis-je poser une toute dernière question? Vous avez recommandé que le mandat du CSTC soit limité et que d'autres mesures de protection
doivent être mises en place, surtout dans le domaine des cyberopérations. Je serais intéressé de savoir quelles sont ces mesures protectives d'après vous, en ce sens que, bon, vous êtes des Canadiens, le Canada vous tient à cœur, la sécurité des Canadiens et Canadiennes vous tient à cœur, vous cherchez un équilibre entre la protection des droits et la protection des infrastructures contre les cybermenaces. Donc, si on n'adopte pas ce qui est proposé, que peut-on adopter? Eh bien, l'une des distinctions qu'on a fait, c'est entre les opérations défensives et actives. Nous croyons que le Canada doit être en mesure de se protéger contre le piratage, les cyberattaques, des menaces existantes. Ce qui nous inquiète, ce sont les opérations actives. Et d'autres groupes l'ont signalé. Il faut que cela soit contraint parce qu'on s'inquiète de ce que cela pourrait vouloir dire. Est-ce qu'il s'agit d'attaques préventives? Quel impact cela pourrait-il sur les Canadiens, Canadiennes qui ont accès à l'infrastructure internationale qui est hyper connectée, des situations comme on l'a vu avec la NSA qui a des pouvoirs semblables et leurs outils ont été volés et on s'en est servi contre les civils. Donc, nous ne sommes pas entièrement contre l'idée que le Canada ait des pouvoirs cybernétiques actifs, mais les pouvoirs qu'on accorde en ce moment-là, en ce moment-ci, dis-je, dans la loi, et le fait que cela fasse partie d'un projet de loi complet, nous estimons que cette partie-là devrait faire l'objet d'examens plus approfondis avant d'aller plus de l'avant, étant donné les incidences que cela pourrait avoir une fois que c'est adopté. Le Canada, évidemment, doit se protéger contre les cybermenaces, mais ce sont ces attaques ou ces opérations actives ou préventives qui nous inquiètent le plus, étant donné qu'ils sont de nature très large. Permettez-moi d'ajouter une observation. Merci de cette question, Madame la sénatrice. À la lumière de témoignages précédents, on a soulevé la question, la loi internationale est-elle impliquée dans ces cas-là? Et le professeur Forcier a indiqué que si la loi est interprétée telle qu'elle, elle inclut le droit international et qu'il faut donc que cela soit cohérent avec le droit international. Nous sommes tout à fait d'accord. C'est une chose très importante et il faut que cela soit cohérent avec le droit international et de notre point de vue, il faut que cela se conforme aussi au droit humanitaire et que les dispositions permettant ce type d'opération soient cohérentes avec le droit international. Merci, Madame la Présidente. Merci, chers témoins, d'être là. Vous avez dit plus tôt, vous avez parlé plus tôt de l'Agence des services frontaliers. Le mois dernier, il y a eu un topo sur la Société Radio-Canada, des gens, des résidents qui revenaient au pays, des touristes et qui ont été arrêtés à la frontière par les services frontaliers. Ils sont passés par le biais d'une inspection secondaire. Ces gens se sont plaints. On a demandé à des résidents d'attendre pendant 1 heure, 2 heures, jusqu'à 3 heures pour aucune raison. Puis ensuite, on leur permettait de rentrer chez eux. Donc, est-ce une forme de profilage? Est-ce lié à la sécurité nationale? Qu'est-ce qui se passe? Pouvez-vous réagir? Merci beaucoup. Monsieur le sénateur Rowe, nous partageons ces inquiétudes. J'aimerais pouvoir répondre à votre question, mais malheureusement, je ne le peux pas. Et je crois qu'il est important qu'on ait un processus légitime qui puisse répondre à ces questions. Il ne fait aucun doute. Et j'ai moi-même vu le topo de la Société Radio-Canada et
des individus qui travaillent dans le domaine nous ont déjà contactés pour parler de ces inquiétudes. Le fait que cela puisse être une question de profilage, de discrimination, qu'il semble y avoir des profils ethniques qui semblent ciblés pour ces examens secondaires, ça semble être une véritable possibilité, mais on ne peut pas, en quelque part, examiner la chose. Donc, ça revient à notre question sur la surveillance de la SFC. Si nous avions une agence indépendante ayant un pouvoir de contrôle par l'agence, eh bien, c'est le genre de plainte qu'ils pourraient enquêter. De leur propre part, s'ils étaient suffisamment inquiets, ils pourraient mener des enquêtes afin de pouvoir trouver une réponse à votre question très importante. Et à la lumière de cette réponse, on saurait quelle modification qu'il faut apporter. On parle ici d'agents bien formés qui devrait pouvoir identifier un terroriste et ne pas se tromper en interdisant le retour d'un résident. Oui, il semble que dans les cas, ce n'étaient pas des gens qui représentaient des risques de la sécurité nationale. C'était peut-être des accusations d'ordre criminel, mais ce n'était pas clair. Et puisque nous n'avons aucun organe de surveillance qui puisse approfondir, eh bien alors, toutes sortes de choses sont amplifiées. Merci. Merci, Madame la Présidente. D'abord, bienvenue à vous tous. Et j'aimerais vous remercier, vous, Amnesty International, pour tout votre bon travail, ainsi que la coalition pour le travail que vous faites. Vous représentez notre conscience et soulignez l'importance des droits de la personne, non seulement au Canada, mais ailleurs, comme bien d'autres témoins l'ont déjà souligné. Il faut en arriver à un bon équilibre entre la protection de la sécurité nationale et la protection de nos droits et libertés. C'est tout un défi, quelles que soient les circonstances, et c'est encore plus difficile alors que le monde évolue très rapidement et que les menaces évoluent tout aussi rapidement. Donc, j'ai quelques questions au sujet de vos positions. J'ai lu avec attention il y a déjà un certain temps, mais j'ai relu le mémoire que la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles nous avait soumis plus tôt. Je suis certain que votre nouveau mémoire sera tout aussi exhaustif, mais j'aimerais parler d'abord de deux choses, la surveillance de masse, et ensuite, j'aimerais vous demander de faire des observations sur deux aspects. D'abord, pourriez-vous parler des conclusions du commissaire à la vie privée qu'il a fait ici au comité, comme quoi ces préoccupations sont abordées dans ce projet de loi et il pense que maintenant, au final, enfin, il est satisfait par les protections qu'on offre aux Canadiens au moyen de ce projet de loi. Et en ce qui concerne la collecte, l'analyse d'ensemble de données, enfin, pourriez-vous commenter les procédures assez élaborées qui existent pour le CRS notamment, découlant de certaines décisions de la Cour, parce que, bon, là, le ministre a besoin que le commissaire au renseignement donne son approbation pour la collecte de certains ensembles de données. Ensuite, il doit confirmer, approuver si ça correspond à une classification appropriée. Ensuite, les renseignements concernant la vie privée de certaines personnes doivent être détruits après coup. Le CRS a besoin d'une autorisation de la Cour pour conserver certains ensembles de données et peut seulement les conserver si c'est absolument nécessaire. Et là encore, il y a d'autres autorisations. Bon, le commissaire à la vie privée est satisfait en général. On a un système assez élaboré en place. Quelles sont vos observations? S'il vous plaît, j'aimerais vous entendre. Merci pour la question. Merci d'avoir lu notre mémoire exhaustif. Je l'apprécie. En ce qui concerne le commissaire à la vie privée, eh bien,
Nous sommes assez d'accord pour dire que les préoccupations du commissaire à la vie privée ont été abordées en ce qui concerne la loi sur la communication de l'information. Et bon, j'aurais aimé qu'il aille un peu plus loin, surtout en ce qui concerne les renseignements disponibles publiquement. Nous aimerions aller plus loin en disant qu'il est nécessaire de répondre à toutes les préoccupations du commissaire à l'information, à la vie privée, dis-je. Et là, il y a aussi l'effet dissuasif pour les personnes qui savent que leurs renseignements sont colligés. Il y a aussi les fouilles pour des données qui sont effectuées pour pouvoir déterminer qui est une menace, d'où vient la menace. Alors, il y a des préoccupations, notamment en matière de vie privée quand on parle de surveillance, mais il y a aussi les préoccupations qui touchent les renseignements collectés par un organisme et la manière dont ils sont utilisés. Au sein des agences de renseignement, il y a une croyance qui dit que, bon, il faut développer la botte de foin pour trouver l'aiguille. Alors, on a l'impression qu'il faut accumuler le plus de données possible, de maintenir une base de données pour l'utilisation de l'agence pour trouver une aiguille. Et bon, il y a peut-être des autorisations qui suivent, mais c'est l'ouverture à la collecte d'informations initiales qui nous préoccupe parce qu'il pourrait y avoir peut-être des abus. Et malgré les meilleurs efforts du César et d'autres organismes, eh bien, parfois le SCRS s'est fait un peu taper sur les doigts parce qu'il était en contravention des ordonnances des tribunaux. Alors, malgré les restrictions imposées, on est quand même sceptique. On pense que ces situations pourraient quand même se produire malgré les restrictions imposées. Je suis d'accord pour dire que les restrictions portant sur les ensembles de données canadiens et étrangers, bon, pour ça, il y a des processus clairs, c'est rigoureux, mais on se préoccupe aussi des questions sur les renseignements disponibles publiquement. Je me demande s'il existe une définition de ce terme dans la loi et qui pourrait être intégré dans la loi sur le SCRS. Mais bon, il n'y a pas forcément de dialogue entre les différentes organisations. Et bon, si on impose des restrictions sur les renseignements disponibles publiquement, ça peut exclure certaines données qu'on penserait privées. Mais là, ça modifie les définitions pour le SCRS. Mais il y a toute cette idée d'attente raisonnable par rapport à la vie privée. On ne sait pas ce que contiennent ces ensembles de données sur les renseignements disponibles publiquement. Dans l'autre endroit, on a dit que s'il y avait une définition stricte, eh bien, là, il ne pourrait même pas consulter l'annuaire de Winnipeg. Notre préoccupation n'est pas là. Elle est bien plus large. Bon, on a parlé de ces limites aux annuaires, aux manuels, à ce qu'on trouverait dans une bibliothèque, par exemple. Mais quand on parle de surveillance de masse, de préoccupation, voilà donc ce qui nous préoccupe. Quatre autres sénateurs veulent poser des questions. Eh bien, vous parlez d'abroger certains pouvoirs du SCRS. On a entendu Hugh Segal, ancien sénateur, dire que certains pouvoirs sont nécessaires pour pouvoir anticiper une bombe, par exemple. Et dans C-59, on voit qu'il y a une liste beaucoup plus transparente de ces pouvoirs. On définit mieux ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Pourriez-vous nous dire comment C-59, bon, puisqu'on a conservé ce pouvoir d'anticiper les menaces, pouvez-vous nous dire comment ça fonctionne par rapport à la charte et tout ça?
Brièvement, s'il vous plaît. Oui, probablement qu'on évite de violer les droits en vertu de la Charte, alors, comme c'est présenté maintenant, mais on se préoccupe quand même qu'une agence de renseignement qui opère en secret dispose de ses pouvoirs. Il y a aussi des préoccupations sur la reddition de comptes et sur la mise en œuvre après coup. Ce qu'on préférait, ce serait une méthode plus exhaustive. Une fois que le CRS détient des informations sur une menace, qu'il travaille avec d'autres organisations et qu'il prenne des mesures en conséquence contre les personnes concernées. Certaines mesures seront prises à l'heure actuelle sans que la personne concernée le sache et on pourrait se rendre compte qu'il y a eu bafouement des droits en vertu de la Charte après coup seulement. Alors, quand on pense à des droits aussi fondamentaux, eh bien, on se préoccupe de tout ce qui pourrait y toucher. Et donc, c'est pourquoi on préférait qu'il y ait un devoir de s'adresser aux tribunaux pour qu'il y ait divulgation complète. Sénateur Richards et ensuite sénateur Boisvenu. Et ensuite, on passera au deuxième tour si on a le temps. Merci. Merci beaucoup. Je voulais revenir sur ce que le sénateur O disait. J'ai voyagé depuis 48 ans. Je me suis butée à de nombreuses méthodes de sécurité aux aéroports. Parfois, c'est de l'intimidation carrément. Je ne parle pas de profilage ici, mais simplement ce sentiment de pouvoir qu'ils ont sur les voyageurs. Ma femme, on a voyagé, elle et moi, il y a très longtemps. Elle avait 23 ans, elle était d'Oman et elle parlait avec un drôle d'accent. Et lui ont parlé pendant de longues minutes. Et j'ai dit au gardien qu'elle est d'origine canadienne. Et bon, c'était pas vraiment du profilage selon moi, mais c'était simplement quelqu'un qui abusait de son pouvoir. Et bon, comment on peut résoudre ça? Comment on peut contrer ça? Parce que c'est une question de personnalité. Pouvez-vous commenter? Oui, vous avez raison, sénateur. Parfois, c'est ce qui se passe. Bon, d'un point de vue des droits de la personne, eh bien, aux frontières, on sait qu'il y a des risques d'abus de pouvoir parce qu'il y a très peu de transparence, très peu de reddition de comptes. Les gens qui s'y présentent sont vulnérables. Parfois, ils n'ont pas de statut officiel ou ils ont un statut peut-être incertain, un statut provisoire et donc sont préoccupés parce qu'ils ne veulent pas agir de manière à contrarier la personne qui se trouve devant eux, qui pourrait les empêcher d'entrer dans le pays où ils veulent voyager. Alors, bon, peut-être que ce que je vais dire ne résoudrait pas toutes les préoccupations. Et il y a toujours une possibilité, un risque d'abus de pouvoir par les gens qui disposent d'un certain pouvoir, mais si on avait un processus d'examen pour l'Agence des services frontaliers, bon, dans ce cas-là, on aurait un mécanisme. Votre épouse aurait pu invoquer ce processus. Ça s'est passé au Royaume-Uni. Vous disiez, bon, ça aurait pu se produire au Canada. Et alors que des plaintes seront traitées au fur et à mesure que des mesures disciplinaires sont imposées, au fur et à mesure qu'on décèle les tendances, eh bien là, on pourrait diminuer, espérons-le, certains comportements. Oui, quand j'étais en Espagne, la personne avec qui je voyageais m'a dit « N'ayez pas l'air coupable ». Bien sûr, j'avais l'air coupable, mais il fouillait tout le monde. Alors, il y a ce genre de dichotomie qui se produit à la frontière. Souvent, c'est personnel, psychologique, ce qui se passe. C'est tout ce que j'essaie de dire. Sénateur Boisvenu. Encore une fois, bienvenue à nos invités. Moi, j'ai une question et peu importe qui peut y répondre. Là. On sait qu'actuellement, il y a à peu près 150 Canadiens qui ont été combattre en Irak ou en Syrie. Il y a une soixantaine qui sont revenus, puis il en reste plusieurs là-bas. Est-ce qu'un de vos organismes sont en contact ou ont été en contact avec de ces Canadiens qui ont été combattre à côté des groupes terroristes là-bas? On our part, I can answer that
that we have not been in touch. Eh bien, je peux vous dire que nous n'avons pas été en contact avec qui que ce soit qui est détenu dans une prison internationale parce que cette personne a été combattant. Non, nous n'avons pas eu de contact. Merci, sénateur, pour la question. Amnesty International a été contacté par des membres des familles qui sont préoccupés, des membres de la famille de certaines personnes qui sont présentes dans ces secteurs. Avec le ministère, les ministères ou les ambassades canadiennes dans ce dossier-là, ou si vous travaillez de façon isolée? I think that's highly dependent on the context. Eh bien, ça dépend du contexte et, sénateur, vous comprendrez que la quantité d'informations et bon, le flux, l'échange d'informations est difficile parce que parfois, il y a très peu de communication. Alors, c'est très tôt dans le processus et nous n'avons plus de contact soutenu. Que vous transférez cette information-là au gouvernement canadien? We haven't been in a position to face that. Nous n'avons pas été en position de répondre. We can go second round very quickly. Senator Griffin. You pass. Senator McFedrin. Thank you, Madam Chair. We received Bill C-59 with I think, quite a significant addition from the House of Commons, and that deals with human rights violations, including torture. And in the version that the amendment that was made, we now have the Act on Avoiding Complicity and Mistreatment by Foreign Entities, requiring written directions on disclosing or requesting information that might lead to or might have been obtained through the mistreatment of an individual by a foreign entity. To what extent do these changes address concerns that you have on the record? And again, to any panelist who wishes. Well, it was a welcome addition, but it doesn't solve the problem in our view. I mean, what the addition requires is that all relevant agencies must have policies or ministerial directions in place, but it does not specify what those policies or ministerial directions must include, and that's where the contention has been over the years. And this is an issue that's been playing out over the last decade or so, beginning with the Maher Arar. C'est le problème depuis quelques années, notamment avec le cas Maher Arar, des directives ministérielles qui avaient été élaborées par l'ancien gouvernement qui allaient tout à fait à l'encontre des recommandations du commissaire O'Connor. Il y a eu des préoccupations découlant du Comité des Nations unies sur la torture. Ensuite, il y a eu d'autres lignes directrices développées par le ministre Goodale qui constituent une amélioration, mais qui ne vont pas assez loin par rapport à ce que préconise le Comité des Nations unies. Et le Comité des Nations unies a souligné justement ce problème quand il a fait un dernier examen des lignes directrices au Canada. Alors, c'est très bien de dire qu'il y a des lignes directrices pour ces agences, mais si les lignes directrices ne correspondent pas aux exigences en matière de droits de la personne, eh bien là, on a encore un problème. C'est pourquoi nous disons que le C-59 devrait être modifié pour qu'il soit très clair que non seulement il faut des lignes directrices, mais ce que ces lignes directrices doivent prévoir dans les deux sens. Les renseignements que le Canada fournit à d'autres pays et les renseignements que nous recevons en retour. Autre question. Vu ce que vous venez de nous dire, Monsieur Neve, pourriez-vous nous dire si vous avez fourni des renseignements détaillés sur ce que vous aimeriez que nous ajoutions au projet de loi? Non, pas pour ce qui est du projet de loi C-59 en particulier, mais nous avons à répétition soumis des recommandations au gouvernement depuis au moins une décennie quant à ce que nous aimerions voir en matière de politique et de droit canadien. Donc cela est bien connu, c'est très disponible et cela pourrait se répercuter donc dans le projet de loi C-59. Je n'ai pas grand-chose à ajouter.
ce qu'Alex vient de dire, eh bien, cela a également été soulevé dans mes remarques liminaires, où nous disons que s'il y a risque de torture du fait de la communication de renseignements, il faudrait éviter cela. Pour ce qui est d'utilisation d'informations en provenance d'agences étrangères où l'on pense qu'il y a eu commission de torture, eh bien, cela aussi devrait être écarté. Merci. Eh bien, je pense que cela boucle le tour de table. Pour tous les sénateurs, au nom du comité, je vous remercie tous d'avoir comparu devant nous. Cette séance a été très instructive, comme d'habitude. Merci beaucoup. Suspension de 5 minutes, sénateur, en attendant que le groupe suivant s'installe.